Kim Jong-un est peut-être un chef suprême impitoyable, mais il aime ses jouets. Des yachts au Maybach, Kim Jong-un dispose de la richesse nécessaire pour s'offrir le jouet de n'importe quel milliardaire moderne. Mais Kim Jong-un possède un jouet unique que la plupart des autres milliardaires n'ont pas, un train blindé. Même parmi ceux qui peuvent posséder une machine aussi unique, le train de Kim Jong-un se distingue. Vous voulez en savoir plus sur cette machine énigmatique? Venez découvrir le mystérieux train de Kim Jong-un, un train d'$1 million chargé d'armes. Kim Jong-un et la Corée du Nord. Kim Jong-un est sans aucun doute le chef suprême de la Corée du Nord. Mais savez-vous vraiment ce que cela signifie? La politique nord-coréenne s'articule autour du Kim Il-sungisme, Kim Jong-lisme, qui met l'accent sur l'autosuffisance et l'indépendance, également connu sous le nom de juche. Cette idéologie considère qu'un État fort et isolé est la clé d'un véritable socialisme et détermine tout, de la politique aux élections. Bien que des élections existent, elles servent davantage à afficher publiquement le soutien au parti au pouvoir, sans véritable choix. Cela montre que la Corée du Nord est entièrement sous l'emprise de la dynastie des Kim, qui a exercé un pouvoir absolu sur 3 générations. La répression et le favoritisme de l'élite ont alimenté leur règne. Le dernier dirigeant, Kim Jong-un, a consolidé son contrôle par des remaniements et des ambitions nucléaires. Aujourd'hui, en quête de croissance économique et de liens avec l'étranger, il parcourt le continent asiatique pour tenter de consolider ses alliances. Des cendres de la Seconde Guerre mondiale est née une Corée du Nord gouvernée par la poigne de fer de la famille Kim. Kim Il-sung, le patriarche, a régné en maître de 1948 à sa mort, en 1994, instaurant l'idéologie juche de l'autosuffisance et le culte de la personnalité des Kim. Son fils, Kim Jong-il, a hérité du flambeau, affrontant les difficultés économiques et l'isolement international pendant 17 ans, jusqu'à sa mort en 2011. Tous les regards se sont alors tournés vers le jeune Kim Jong-un, qui n'a pas encore fait ses preuves. Des doutes planent sur sa capacité à garder le contrôle, mais il les dissipe rapidement. Avec une efficacité impitoyable, il a purgé ses rivaux potentiels, consolidé le pouvoir au sein du Parti des travailleurs et réaffirmé l'autorité absolue de sa famille. Sous sa direction, le programme nucléaire de la Corée du Nord s'est accéléré, renforçant encore sa position d'État reclus et fortement militarisé. L'emprise de la dynastie des Kim sur la Corée du Nord reste absolue, une dure réalité qui continue de façonner le paysage politique de la péninsule coréenne. Les dirigeants nord-coréens opèrent dans un climat de peur et d'incertitude. Les purges publiques, comme les exécutions effrayantes de l'oncle de Kim Jong-un ou du ministre de la Défense, servent de démonstration brutale du pouvoir du régime et des conséquences potentielles de la dissidence. Toutefois, les disparitions aux yeux du public ne sont pas toujours synonymes d'apocalypse. Certains fonctionnaires refont mystérieusement surface plus tard, suggérant une dynamique de pouvoir cachée ou un remaniement interne au sein du système opaque. Cette ambiguïté, comme le souligne l'expert Michael Madden, alimente un sentiment constant d'instabilité et d'imprévisibilité au sein de l'élite. Elle ne sait jamais très bien où elle en est, ce qui crée un environnement où la loyauté et la vigilance deviennent primordiales pour la survie. En fin de compte, cette peur et cette incertitude sont des outils puissants pour Kim Jong-un, renforçant son contrôle absolu et décourageant toute contestation potentielle de son autorité. La vie du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, tant sur le plan personnel que politique, se déroule dans une opacité soigneusement entretenue. Il aurait 3 enfants avec sa femme, Ri Sol-ju, mais leur identité et leur vie restent largement inconnues. Il en va de même pour sa santé. Des rumeurs faisant état de problèmes d'obésité, voire de problèmes cardiaques, ont attiré l'attention de la communauté internationale lors de sa brève disparition en 2020. Bien qu'il soit réapparu depuis, cet épisode a mis en lumière la vulnérabilité de la structure de direction de la Corée du Nord et le manque de clarté du plan de succession. Cette ambiguïté ne couvre pas seulement la famille de Kim dans le secret, mais jette également une longue ombre sur l'avenir du pays, laissant la communauté internationale aux prises avec des questions de stabilité et d'éventuelles luttes de pouvoir au sein du régime. Le spectre de la mortalité de Kim Jong-un plane lourdement sur la Corée du Nord, jetant une longue ombre d'incertitude sur l'avenir de la direction du pays. Si les experts s'accordent généralement à dire qu'un membre de la famille Kim lui succédera, la lignée exacte et les luttes de pouvoir potentielles restent entourées de secrets. Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant, s'est imposée ces dernières années comme une personnalité de premier plan, l'accompagnant lors de sommets à fort enjeu et faisant des déclarations publiques. Sa visibilité croissante alimente les spéculations selon lesquelles elle pourrait être préparée pour le rôle ultime. D'autres personnes, comme Kim Sol-sung, la demi-sœur aînée du dirigeant, ou Kim Jong-chul, son frère aîné, sont également envisageables. Cependant, l'arbre généalogique offre des rappels effrayants de l'employabilité du régime. Le propre oncle de Kim Jong-un, Jang Song-taek, est tombé en disgrâce et a été exécuté en 2013, tandis que son demi-frère, Kim Jong-nam, a été assassiné en 2017, prétendument sur ordre de Kim Jong-un. En Corée du Nord, le Parti des travailleurs, également connu sous le nom de BWPK, tient les rênes du pouvoir.
Les décisions clés sont prises par le comité central, conseillé par des organes spécialisés tels que le Politburo et le département de la propagande. Ces entités du parti reçoivent les propositions politiques des ministères, les affinent et les approuvent. Ce circuit serré permet au parti de contrôler tous les aspects de la vie nord-coréenne, de l'agriculture à la stratégie militaire. Même les événements les plus médiatisés, tels que les sommets, font probablement l'objet de consultations au sein des échelons supérieurs du parti afin de garantir leur alignement sur la vision de Kim Jong-un. Ce système opaque, centré sur le parti, maintient le processus décisionnel dans l'ombre, laissant le monde dans l'incertitude quant aux véritables motivations qui sous-tendent les actions de la Corée du Nord. Mais avant de parler de son train, voyons d'abord l'incroyable mode de vie du dirigeant suprême de la Corée du Nord. Malgré les sanctions internationales et la pauvreté généralisée dans son pays, Kim Jong-un jouit d'un mode de vie privilégié. Il a notamment accès à des produits de luxe, à une nourriture coûteuse et à des activités de loisirs. Avec un patrimoine estimé à plus de 5 milliards de dollars, Kim Jong-un s'adonne à l'opulence comme d'autres milliardaires. Ses dépenses comprennent des véhicules de luxe, un vaste patrimoine immobilier et des délices culinaires importés illicitement. Ce mode de vie extravagant contraste fortement avec la dure réalité à laquelle sont confrontés environ 60% des 26 millions d'habitants de la Corée du Nord qui sont aux prises avec la pauvreté. Des palais opulents à une collection de montres de plusieurs millions de dollars, les choix somptueux de Kim Jong-un brossent un tableau saisissant des disparités économiques criantes au sein de cette nation secrète. Lorsqu'il n'est pas sur la scène publique, Kim Jong-un se retire dans un monde d'opulence méticuleusement construit. 17 propriétés palatiales sont disséminées dans le paysage nord-coréen, chacune témoignant du style de vie somptueux dont il a fait état. Au sommet se trouve le manoir central de luxe de Wonsan, un complexe tentaculaire doté de sa propre piste d'atterrissage privée pour les escapades impromptues. Le manoir central de Pyongyang est toutefois sa résidence principale. Fortifié par des unités militaires d'élite, des clôtures électriques et même des champs de mines, la sécurité y occupe une place centrale. Son imposante façade donne accès à un réseau caché par le biais d'une gare spéciale et d'un réseau de tunnels souterrains. C'est le premier port d'escale du train blindé de Kim. Le train blindé n'est pas le seul engin de luxe dans lequel Kim Jong-un aime à se déplacer. L'une était une Porsche 991,2 Turbo S ornée du drapeau nord-coréen. L'autre était une Mercedes AMG G63, également ornée du drapeau nord-coréen en noir, mais aussi du drapeau sur son capot. Sous ce capot se trouve un moteur V8 biturbo de 577 chevaux, prêt à faire passer le véhicule en mode course automobile. Poursuivant son impressionnante collection de voitures, Kim Jong-un a récemment acquis, par des voies détournées, la dernière limousine Mercedes Maybach S650. D'après les informations disponibles, cette Maybach est entièrement blindée et coûte probablement plus de 200 000 $. Son amour pour Mercedes est bien documenté puisqu'il possède également une limousine Mercedes Maybach Pullman Guard blindée d'une valeur d'environ 1,6 million de dollars, ainsi que d'autres véhicules de luxe de marque Lexus et Ford. Sa collection de voitures contiendrait une centaine de véhicules, principalement des voitures de luxe européennes. Lorsqu'il ne circule pas sur Terre, Kim Jong-un est connu pour passer du temps en mer, à bord d'un luxueux yacht. Il s'agirait d'un Princess 95 MY, un bateau de conception britannique d'une valeur d'environ 7 millions de dollars. Il est doté de cabines opulentes, d'un vaste pont pour les réunions somptueuses et d'une salle à manger digne des palais les plus exigeants. Certains le décrivent comme le mariage d'un ferry et d'un bateau de Disney, ce qui laisse présager des possibilités de grandeur et d'escapades fantaisistes. Kim Jong-un a troqué la mer pour le ciel et aurait pris l'air à bord de son Air Force, impersonnel, un luxueux jet russe Il-62. Ce mastodonte de plusieurs millions de dollars lui sert de char personnel et l'emmène à travers la Corée du Nord dans un confort opulent. Qu'il survole des montagnes enneigées ou des côtes insulaires, l'avion représente une autre facette de son mode de vie somptueux. Des rumeurs suggèrent même que Kim s'installe parfois lui-même sur le siège du pilote, prenant les commandes malgré l'absence de toute qualification officielle. Que ces rumeurs soient fondées ou non, elles ne font qu'ajouter une nouvelle couche de mysticisme autour du dirigeant. L'escapade côtière de Kim Jong-un est une île de retraite exclusive, un paradis privé qui rivalise avec Ibiza. Ce havre de paix disposerait de son propre stand de tir, d'un théâtre et d'un port réservé à son yacht de luxe. Dans ce sanctuaire vraiment exclusif, Kim n'est entouré que de quelques élus. Ils s'adonnent à des divertissements somptueux et à des plaisirs haut de gamme. Tout ce qui s'y trouve n'est rien d'autre que ce qu'il y a de mieux. En matière de nourriture, l'indulgence semble être le mot d'ordre. Kim Jong-un a un penchant pour les plats décadents comme le foie gras, le homard et le caviar. Même lors de ses déplacements à l'étranger, il est accompagné d'une équipe de chefs cuisiniers qui goûtent méticuleusement chaque plat avant de le servir, afin de garantir sa sécurité. Mais ses goûts ne se limitent pas à la nourriture. Des milliers de bouteilles de whisky haut de gamme, dont des NSC coûtant plus de 1 500 $ la bouteille, sont apparemment expédiées chaque année pour son plaisir personnel.
Cela se traduit par une dépense stupéfiante de 21 millions de dollars rien que pour l'alcool. Même le choix de ces cigarettes respire le luxe. Les cigarettes du couturier français Yves Saint Laurent, qui coûtent la coquette somme de 31 dollars le paquet, sont réputées accompagner ces boissons. À l'intérieur du luxueux train de Kim Jong-un. Kim Jong-un mène décidément un train de vie luxueux. Tout ce qu'il touche doit porter sa marque personnelle de luxe et son train blindé en témoigne. Officiellement, le train s'appelle Taeyang, ce qui signifie « soleil » en coréen. Ce mastodonte vert a gagné son surnom de forteresse mobile, en étant une machine prête au combat. On l'a comparé à Air Force One sur rail. Avec ses moteurs tirant 20 wagons, il s'agit véritablement d'un mastodonte chevauchant les terres. Bien que le moteur puisse être poussé à une vitesse maximale de 55 km/h, vous le verrez se déplacer à une vitesse modérée de 40 km/h la plupart du temps. On ne sait pas grand-chose sur les deux groupes motopropulseurs qui servent de moteur au train. D'après les informations disponibles, il s'agirait de DF-8 chinoises. Il s'agit de locomotives diesel d'une puissance comprise entre 4000 et 6000 chevaux. Les wagons sont également d'origine inconnue, mais pourraient également provenir de Chine. Leur profil ressemble à celui du matériel roulant 25G des chemins de fer chinois, modifié pour résister aux balles et aux bombes. Les wagons mesurent environ 26 mètres de long, attelage compris, et environ 3 mètres de large. Cela signifie que la longueur totale du train peut atteindre plus d'un demi-kilomètre. Comme presque tous en Corée du Nord, le train Taeyang fait partie de la dynastie des Kim. Depuis l'époque du fondateur de la dynastie, Kim Il-sung, il y a toujours eu un train portant ce nom. Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, a créé la tendance en voyageant régulièrement en train jusqu'à sa mort en 1994. Lorsque Kim Jong il a pris la relève, il a poursuivi cette tendance en entreprenant de longs voyages en train pour rencontrer des Nord-Coréens ordinaires dans tout le pays. On dit qu'il a trouvé la mort à bord d'un train en 2011. Le wagon dans lequel il est mort est exposé dans son mausolée. Le train a été au centre de la propagande d'État autour de la famille Kim au pouvoir, et Kim Jong-un n'a pas dérogé à la règle. La télévision d'État a diffusé des images de Kim Jong-un à l'intérieur d'un wagon blanc, où il touche des feuilles de maïs et participe à des discussions sur les cultures de maïs tout en fumant une cigarette. Comme il s'agit du moyen de transport personnel de Kim Jong-un, même les gares sont placées de manière à répondre à ses besoins. Comme indiqué précédemment, la station la plus importante est située dans la résidence principale de Kim Jong-un, le manoir central de Pyongyang. Elle est située sous terre dans le complexe résidentiel et est suffisamment grande pour avaler le mastodonte et le dissimuler aux regards indiscrets. Presque toutes les autres résidences de Kim Jong-un disposent d'une gare ferroviaire prête à accueillir le dirigeant suprême. Celle située près de Sinuiju, dans la province de Pyongan du Nord, est entourée de forêts et de montagnes très boisées. 19 de ces gares sont disséminées en Corée du Nord, certaines de ces forteresses souterraines n'étant accessibles que par le train. On ne sait pas grand-chose de l'intérieur du train, mais au fil des ans, des bribes d'informations ont été rassemblées pour donner un aperçu intéressant. En 2018, une réunion avec des fonctionnaires chinois a révélé un spacieux wagon de réception blanc, orné de canapés roses. Les salles de conférence sont dotées de longues tables et d'écrans de télévision, ce qui laisse supposer que des réunions officielles ont eu lieu à bord. Le bureau de Kim, aperçu dans une vidéo de 2020, est composé d'un bureau et d'une chaise, avec une carte de la région ornant le mur. Plus récemment, un autre aperçu a montré une voiture décorée d'un éclairage fantaisiste, en forme de fleurs et de chaises à motifs zébrés, suggérant un cadre plus détendu. Toutes les voitures à bord du train de l'énigmatique dirigeant nord-coréen n'ont pas la même fonction. Certains wagons, comme les chambres et les salles de bain, sont réservés au confort et à l'intimité du dirigeant. D'autres, en revanche, bruissent d'un autre type d'activité. Les wagons couchettes pour les troupes transportent le personnel de sécurité chargé de protéger le dirigeant, tandis que les wagons réservés aux soins médicaux garantissent la disponibilité d'une assistance médicale immédiate en cas de besoin. Un aperçu du passé du train, tiré d'un rapport de 2001, donne une image de grandeur. À l'époque, un wagon dédié au quartier général servait de centre névralgique opérationnel au chef de file, tandis qu'un luxueux wagon-restaurant répondait aux goûts gastronomiques les plus raffinés. Ces aperçus fugaces donnent des indications alléchantes sur les diverses fonctions et les mondes cachés de cette forteresse mobile unique en son genre. Pour Kim Jong-un, le train est plus qu'un simple moyen de transport. C'est un prolongement roulant de sa main de fer sur le pouvoir. Contrairement à un avion, lié à des aéroports spécifiques, le train lui permet de rester aux commandes en permanence, ses lignes de communication ronronnant comme le moteur lui-même. C'est son bureau, sa maison, sa salle du trône mobile, qui traverse le pays sans jamais vraiment quitter le centre de son contrôle. D'anciens responsables nord-coréens décrivent la situation comme suit. Lorsqu'il prend le train, il peut commander le pays tout entier depuis n'importe où. Il peut recevoir tous les fax et les courriels et accéder à tous les rapports. Ce mastodonte d'acier devient une nation autonome, un microcosme de pouvoir alimenté par le cliquetis incessant des rails. Mais pour Kim Jong-un, le travail et les loisirs ne sont pas des domaines totalement séparés, même dans ce palais mobile.
Le train répond à ses besoins. Les antennes paraboliques qui jaillissent du toit du wagon transmettent les informations directement aux dirigeants, assurant ainsi un flux constant de renseignements. Cette forteresse roulante devient le symbole de l'omniprésence de Kim, un rappel constant que, même en mouvement, son emprise sur le pouvoir ne faiblit jamais. Le train utilisé par Kim Jong-un est doté de caractéristiques de luxe extraordinaires qui contribuent à son caractère unique. Parmi ces équipements, on trouve des sièges en cuir rose dans les wagons, ce qui suggère un niveau de confort inattendu, rarement associé à un véhicule aussi lourdement sécurisé. La rumeur selon laquelle le garde-manger de bord proposait un menu complet, avec des mets délicats comme le homard et le barbecue, alimente encore les spéculations sur son utilisation au-delà du transport de base. La rumeur veut notamment que des jeunes femmes accompagnent le dirigeant nord-coréen lors de ses déplacements. Selon cette rumeur, le personnel du train de Kim serait composé de conductrices choisies parmi son équipe de plaisir, ou Gipeum-jo. Ce groupe exclusif, composé d'environ 2000 femmes, est prétendument certifié médicalement comme étant vierge. Leur rôle principal est de divertir Kim Jong-un et d'autres hauts fonctionnaires, souvent par des moyens intimes. Tout ce luxe et cette opulence sont protégés par un ensemble de systèmes offensifs et défensifs, ainsi que par d'autres dispositifs destinés à assurer la sécurité. Le train est équipé de vitres pare-balles et de murs et planchers fortifiés, garantissant un haut niveau de sécurité contre les menaces explosives potentielles. Cette attention méticuleuse aux mesures de sécurité reflète un engagement à protéger les occupants et souligne les caractéristiques de protection avancée du train. Les systèmes offensifs du train comprennent plusieurs compartiments, chacun abritant un armement important, ce qui démontre sa capacité à contrer efficacement les menaces. Spécialement conçu pour déjouer les attaques aériennes, le train est armé de missiles anti-aériens. Il est également équipé de missiles anti-chars et de 2 mitrailleuses, ce qui lui permet de se défendre efficacement contre les menaces potentielles provenant des 2 côtés de la voie ferrée. Au cas où toutes les défenses s'avéreraient insuffisantes, le train est équipé d'un hélicoptère, offrant à Kim Jong-un un moyen rapide de s'échapper de la scène, soulignant ainsi la préparation stratégique et les mesures de sécurité complètes intégrées dans son bastion mobile. À la suite d'une explosion survenue en 2004 à Ryongchon, près de la frontière chinoise, les mesures de sécurité ont été renforcées. L'explosion, attribuée à la collision d'un train transportant du pétrole et des produits chimiques avec des lignes électriques, s'est produite 3 heures après le passage d'un des trains de Kim dans la région. Des spéculations ont vu le jour, évoquant une tentative d'assassinat potentiel étant donné la proximité de l'incident avec le récent passage de Kim dans la région. Les protocoles de sécurité ont donc été renforcés, les agents de sécurité cherchant à répondre aux inquiétudes et à renforcer les mesures de protection autour du dirigeant nord-coréen. Dès la confirmation d'un voyage en train, une centaine d'agents de sécurité inspectent méticuleusement l'itinéraire et les gares à l'avance, identifiant de manière préventive les dangers potentiels. En outre, un hélicoptère Mi-4 est déployé pour effectuer des repérages à l'avance, renforçant ainsi les capacités de détection des menaces. Pour garantir une sécurité maximale, les environs de l'itinéraire prévu sont nettoyés 24 heures avant le départ des 3 trains. Cette approche globale, qui comprend des évaluations approfondies, une reconnaissance aérienne et des mesures préventives, témoigne de la planification méticuleuse et des mesures de sécurité rigoureuses prises pour protéger le dirigeant nord-coréen lors de ses déplacements. Limité à une vitesse de 60 km/h en raison de son poids important, le Taeyang est accompagné de 2 trains blindés de sécurité auxiliaire supplémentaires. Le premier train de sécurité circule à l'avant, examinant méticuleusement la sécurité des lignes ferroviaires. Il comprend une configuration à 3 caisses composées d'une locomotive et de 2 wagons de transport de troupes. Le train de sécurité est équipé de capteurs de détection anti-mine, renforçant ses capacités de contrôle préventif de la sécurité et garantissant un protocole de sécurité solide pour le voyage du dirigeant nord-coréen. Le train central de ce dispositif est le Taeyang, chargé de transporter le dirigeant. Il suit le premier train de sécurité avec un décalage allant de 20 minutes à 1 heure. Un 3e train de sécurité reflète la disposition du train de sécurité initial, servant de couche de protection supplémentaire. Ce train accueille du personnel de sécurité supplémentaire, des suiveurs et des équipements de communication avancés. Les intervalles de temps délibérés et les mesures de sécurité redondantes dans la configuration des 3 trains soulignent une stratégie visant à protéger le dirigeant nord-coréen pendant ses déplacements, en donnant la priorité à la fois à sa sécurité et à la coordination sans faille du personnel et de l'équipement qui l'accompagne. Pour empêcher la circulation des autres trains, l'électricité est délibérément coupée dans les gares. Cette mesure vise à garantir l'accès exclusif et le contrôle de l'infrastructure ferroviaire pendant le voyage du dirigeant nord-coréen. Cette mesure stratégique contribue à renforcer les protocoles de sécurité entourant les déplacements du dirigeant nord-coréen. Pourquoi Kim Jong-un voyage en train? Ces protocoles de sécurité renforcés sont l'un des résultats de la politique isolationniste de la Corée du Nord. Et la Corée du Nord applique sa politique d'isolement de manière très stricte.
Récemment, Kim Jong-un a cherché à ouvrir certaines lignes de communication et d'interaction avec d'autres nations, plus particulièrement avec la Chine, un allié de longue date de la nation fermée. Ces tendances isolationnistes se reflètent dans le peu de pays visités par Kim Jong-un à bord de son train. Il ne s'est rendu que dans 3 pays en train. Il s'agit de la Russie, de la Chine et du Vietnam. Les relations entre les 2 pays ont commencé bien avant la naissance de Kim Jong-un. Elles ont débuté dans les années 1940, au moment où le grand-père de Kim Jong-un, Kim Il-sung, faisait évoluer la Corée du Nord vers une dictature socialiste totalitaire et personnaliste, avec une économie centralisée. À l'époque, la Chine était en proie à la guerre civile. Après les revers subis à Andong et à Tonghua, des familles nord-coréennes ont offert un refuge à 15 000 soldats communistes chinois blessés. Lorsque le PCC a battu en retraite, il a laissé derrière lui des fournitures essentielles. Dans un geste de solidarité, les Nord-Coréens ont transporté plus de 520 000 tonnes de marchandises au PCC entre la fin de 1947 et le début de 1948, en donnant même la priorité à leur livraison par rapport aux trains de passagers. Cet acte a jeté les bases de l'alliance entre la Corée du Nord et la Chine, qui s'est concrétisée en 1961 par le traité d'aide mutuelle et de coopération sino-nord-coréenne. Ce pacte garantit une aide militaire immédiate et d'autres formes d'aide de la part de la Chine si l'une des 2 nations est confrontée à une attaque extérieure. En outre, l'accord a été réaffirmé en 1981, en 2001 et, plus récemment, en 2021, soulignant ainsi le lien durable entre les 2 pays en matière de sécurité. Dans ce contexte, Kim Jong-un a été invité en 2018 à rendre secrètement visite à Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois. Malgré son éducation européenne et son intérêt déclaré pour la culture occidentale, Kim Jong-un est resté curieusement à l'écart pendant des années. Les spéculations allaient bon train sur ces raisons, certains évoquant la crainte d'un assassinat ou d'un coup d'État s'il s'aventurait à l'étranger. Pendant des jours, le monde s'est mis à bourdonner de spéculations lorsqu'un mystérieux train blindé vert et jaune est arrivé à Pékin. Des journalistes japonais à l'œil aiguisé l'avaient repéré, mais son objectif restait entouré de secrets. Finalement, le train est parti, et ce n'est qu'à ce moment-là que les responsables nord-coréens et chinois ont confirmé l'événement. Kim Jong-un avait rencontré Xi Jinping. Lors de ce sommet surprise, Kim Jong-un a officiellement invité Xi Jinping à Pyongyang. Xi a accepté avec plaisir, ouvrant la voie à une rencontre secrète, riche en échanges de cadeaux et en discussions stratégiques. Au cours de leurs entretiens, M. Xi a souligné l'importance de consolider le partenariat socialiste de longue date entre leurs 2 nations et a laissé entrevoir une collaboration future dans divers secteurs. Kim lui a rendu l'appareil en soulignant les liens profonds qui unissent leurs pays et en exprimant son optimisme quant à la coopération future. Après le sommet, Kim Jong-un a déclaré que la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne était résolue, tout en exhortant la Corée du Sud et les États-Unis à lui rendre l'appareil en faisant preuve de bonne volonté et en prenant des mesures de consolidation de la paix. Cependant, le nouveau conseiller du président américain Trump, John Bolton, a rejeté cette déclaration, refusant les solutions déraisonnables et suggérant que la Corée du Nord supporte les coûts importants de la dénucléarisation, comme le retrait des troupes américaines ou le désarmement réciproque. Kim Jong-un se rendra encore 4 fois en Chine. Pour les 2e et 3e rencontres, Kim a choisi de ne pas utiliser son train blindé. Il s'est rendu en Chine par avion. Il s'est rendu en Chine à bord de son avion personnel Ilyushin pour la 2e et la 3e réunion. La 4e rencontre a eu lieu en janvier 2019. La visite coïncidait avec le 35e anniversaire de Kim Jong-un. Kim Jong-un a de nouveau rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin. Les spéculations allaient bon train sur le fait que Kim avait demandé conseil à Xi et l'avait informé de son prochain sommet avec le président américain Trump à Hanoï, au Vietnam. Des observateurs à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine ont vu le train blindé entrer sur le territoire chinois. Cela s'est produit 4 jours avant la rencontre prévue entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump au Vietnam. Les médias nord-coréens ont confirmé la présence du dirigeant, révélant le voyage de Kim Jong-un à bord du désormais célèbre train vert et jaune. Le train a traversé le pont frontalier de Dandong, à plus de 800 km de Pékin, alimentant ainsi les spéculations d'avant-sommet et ajoutant de l'intrigue aux pourparlers sur le Vietnam, qui sont déjà d'une importance capitale. Des yeux affûtés ont tenté de filmer le train, mais les services de sécurité chinois les ont chassés, selon un témoin. Kim s'est ensuite embarqué pour un autre long voyage en train, cette fois vers le sud, en direction du Vietnam. Après avoir traversé le territoire vietnamien, des sources citées par Reuters indiquent qu'il est descendu du train et a parcouru en voiture les 170 km qui le séparaient de Hanoï. La durée totale du voyage de Pyongyang à Hanoï est estimée à plus de 60 heures. Une fois de plus, en clin d'œil à la tradition, Kim Jong-un s'est embarqué pour un voyage en Russie à bord de son train vert foncé caractéristique. En 2001,
le père de Kim s'est lancé dans une odyssée ferroviaire épique, parcourant 20 000 km aller-retour entre Pyongyang et Moscou. Ce marathon, qui a duré 24 jours, a fait de l'emblématique train vert un symbole du style de voyage unique du régime des Kim. En 2023, Kim Jong-un a entrepris le même voyage historique que son père il y a quelques années. Bien qu'il ne s'agisse pas du même train que son père, Kim l'a fait dans le même style. Vous voyez, la relation entre la Russie et la Corée du Nord reflète celle entre la Chine et la Corée du Nord. Les relations entre la Russie et la Corée du Nord reflètent celles entre la Chine et la Corée du Nord. L'Union soviétique l'a prise sous son aile en tant que jeune nation à l'idéologie marxiste. La naissance de la Corée du Nord a été profondément liée au bloc communiste et alimentée par un soutien militaire et politique soviétique substantiel. Étant la première à reconnaître la Corée du Nord comme une nation souveraine, l'Union soviétique lui a apporté un soutien considérable pendant la guerre de Corée. Pendant la guerre, les pilotes soviétiques du 64e corps d'aviation de chasse ont apporté un soutien aérien crucial et indispensable à la Corée du Nord et à la Chine. Le culte de la personnalité omniprésent de la dynastie des Kim s'inspire fortement de l'idéologie stalinienne. Staline était le dictateur brutal au pouvoir en Union soviétique à cette époque. Kim Il-sung, le fondateur de la dynastie des Kim, s'est inspiré de toutes les leçons brutales de Staline en matière de maintien au pouvoir et y a ajouté sa marque de despotisme. Pendant un certain temps, cependant, les choses se sont calmées entre les deux nations. Cela a commencé avec l'ascension de Mikhaïl Gorbatchev en 1985 et Moscou a commencé à modifier ses priorités. Elle privilégie la réconciliation avec la Corée du Sud plutôt qu'une aide massive au Nord. Après la disparition de l'Union soviétique, le nouveau gouvernement russe, dirigé par Boris Eltsine, a réorienté son soutien vers la Corée du Sud, interrompant l'aide à la Corée du Nord. Cette situation a perduré jusqu'en 1996, date à laquelle les relations ont été rétablies entre les deux pays. Signe d'un changement potentiel dans la dynamique régionale, Moscou et Pyongyang se sont réunis au niveau des vice-premiers ministres pour la première fois depuis la dissolution de l'URSS. Cette réunion sans précédent a débouché sur un accord visant à relancer le commerce bilatéral et la coopération économique, en s'efforçant de les ramener à leur niveau de 1991. Le passage de Vladimir Poutine au poste de Premier ministre en août 1999, suivi de sa présidence en mars de l'année suivante, a revêtu une grande importance pour Pyongyang. Les griefs du passé ont été attribués au gouvernement d'Eltsine. Kim Jong. Il a exprimé sa satisfaction, notant que la Russie avait enfin un dirigeant avec qui faire des affaires. La voie vers une percée historique dans les relations entre la Russie et la RPDC n'a cependant pas été tracée du jour au lendemain. Des mois de travail diplomatique intensif ont préparé le terrain, et les efforts déployés ont donné des résultats prometteurs à la fin de l'année 1998. En mars 1999, l'ensemble du texte et le projet initial du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avaient été finalisés. Toutefois, sa signature officielle n'a eu lieu qu'en février 2000, bien après le départ de Boris Eltsine du pouvoir, marquant ainsi une étape importante dans la diplomatie régionale. En avril 2000, une multitude d'activités clandestines ont débuté dans les coulisses de Pyongyang. Les préparatifs d'une visite de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, étaient en cours, marquant un tournant potentiel dans les relations entre la Russie et la République populaire démocratique de Corée, RPDC. Ce sommet historique, le premier du genre, allait finalement se concrétiser en juillet 2000, témoin de la signature de la Déclaration commune, ce document historique qui marque les débuts de Kim Jong-il sur la scène internationale en tant que secrétaire général du Parti du Travail, renforce l'importance de cette rencontre sans précédent. Kim Jong-un a entamé son premier voyage à l'étranger depuis 2019 en se rendant en Russie en septembre 2023. Cette rencontre importante a duré plus de 4 heures au cosmodrome de Vostochny dans l'oblast d'Amour, soulignant l'alignement des intérêts entre les deux nations. La visite a mis en évidence les liens diplomatiques croissants et les points communs entre la Corée du Nord et la Russie. Le cosmodrome de Vostochny a servi de lieu symbolique, illustrant la collaboration non seulement dans les domaines politiques, mais aussi potentiellement dans des domaines tels que l'exploration spatiale. Il a mis en évidence la profondeur et l'étendue du partenariat stratégique entre le régime de Kim Jong-un et la Russie. Alors que l'ordre du jour officiel était axé sur la diplomatie et la coopération économique, des rumeurs ont circulé sur le véritable motif de la visite de Kim Jong-un. Les experts ont émis l'hypothèse que la Russie, confrontée à ces problèmes de modernisation militaire, pourrait s'intéresser aux vastes stocks de munitions et de fusées de l'ère soviétique de la Corée du Nord, même s'ils sont vétustes. Au-delà des ventes d'armes potentielles, le sommet a été l'occasion d'une nouvelle démonstration publique de solidarité. Kim Jong-un, dans un discours enflammé, a déclaré son soutien indéfectible à la lutte de la Russie contre l'Occident, s'engageant à soutenir pleinement toutes les mesures prises par le gouvernement russe et soulignant sa position inébranlable, affirmant qu'il sera toujours aux côtés de la Russie. Ces remarques
associés à l'escalade des tensions mondiales, ont alimenté les craintes d'une alliance potentielle entre la Corée du Nord et la Russie, soulevant des questions sur les véritables intentions et les implications à long terme de cette rencontre historique. Maintenant que vous en savez plus sur Kim Jong-un et son remarquable train, quelle partie de celui-ci vous a enthousiasmé? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour découvrir d'autres vidéos captivantes, cliquez sur l'une des cartes qui s'affichent sur votre écran.